Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Bonjour Richard. Bonjour. Richard, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, déjà te présenter, nous expliquer ton parcours? Ouais. Alors moi je suis donc Richard Martin, je suis thérapeute pluridisciplinaire, j'utilise plusieurs techniques, plusieurs outils. La massothérapie, c'est principalement pour ça qu'on aborde ce sujet-là. L'art-thérapie, la psychogénéalogie, l'hypnose, la PNL et la psychothérapie classique. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené alors à ce parcours-là dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers ce genre Qu'est-ce qui m'a amené à ça? J'ai travaillé pendant 20 ans dans le commerce. J'ai travaillé, il y a toujours eu cette fibre humaine, cette fibre sociale, ce contact à l'autre, qui s'est développé de plus en plus. Et dans la dernière partie de mon activité dans le commerce, j'ai été amené à gérer dans la structure ce qu'on appelle le 1% logement, dans la structure, donc on avait 400 salariés, et l'idée c'était, ça m'a permis de toucher l'humain dans tout ce qu'il a de fragile et de compliqué. Donc voilà, donc ça m'a amené à suivre une formation dans la dimension sociale, socio-pro, exactement, et que j'ai exercé pendant 7 ans. Et dans cette dimension socio-pro, en accompagnement de jeunes mineurs et jeunes adultes, j'ai eu cette envie-là dès le début, dès le premier jour, de basculer sur une approche un peu plus psychologique, un peu plus accompagnante. Et au fil de l'eau, cette idée d'intégrer une formation et un cursus vraiment lié à la psychologie a été évident. Donc j'ai intégré ça petit à petit. Pendant ce cursus-là, j'ai découvert l'art-thérapie, donc je l'ai intégré aussi. Et comme je masse depuis l'adolescence, instinctivement, c'est vraiment cette notion-là. Mais à partir de là, j'ai associé la dimension thérapie classique au massage. Et en fait, dans tout ce parcours-là, il y a beaucoup de choses en termes intuitifs qui sont apparus pendant les massages, pendant certaines séances, pendant certains ateliers, que j'utilise et que je pratique aujourd'hui dans mon quotidien de thérapeute. D'accord. Alors en quoi, dans ton parcours de vie, je suppose que tu as dû faire preuve de résilience, comme nous tous. En quoi le fait d'avoir réorienté ta carrière professionnelle vers ce domaine-là t'a aidé à faire preuve de résilience dans ta vie? Alors, tout au long du parcours, dans la dimension privée, le lien à l'autre crée certaines dépendances, certaines façons d'être qui à un moment donné n'avaient plus à exister dans ce que moi j'avais envie de vivre. Donc nos chemins se sont séparés, et à partir de là, la prise de conscience de ça, que j'avais vraiment trouvé cette phrase-là à un moment donné, parce que c'est tout un parcours, tout un cheminement dans la démarche de dire ok, je vais prendre une décision qui va bouleverser la vie de tout mon entourage et le mien, mais je suis ok avec ça. Et donc dans cette démarche de dire avant j'étais quelqu'un de bien, et aujourd'hui je décide de n'être que moi. Et cette phrase-là, elle m'a impacté et elle me suit depuis de nombreuses années maintenant. Et ça m'a étonnamment, dans cette acceptation-là, dans la résilience de tout ça, toute cette acceptation, ça m'a permis d'en sortir grandi, et finalement de me connecter à moi, de me recentrer sur moi en me connectant aux autres. Voilà, donc vraiment développer cette intuition, ce ressenti, et vraiment être à l'écoute de ce qui vibrait juste pour moi.
J'en parle énormément pendant mes séances à mes patients. Je parle d'alignement et de vibration, comment ça vibre en vous. Et c'est un fil conducteur dans ma vie à aujourd'hui d'écouter comment ça vibre pour moi. Et est-ce que tu utilises des techniques particulières pour savoir comment ça vibre en toi? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent? Comme conseil, dans toute décision à prendre, dans tout choix, il y a des choix qu'on prend qui, à l'intérieur, vraiment au niveau du plexus solaire, qui vibrent juste. On ne se pose pas la question, on fonce parce qu'on sent que c'est libre et qu'on peut y aller, il faut même y aller. Quand on regarde de l'autre côté et il y a une hésitation, il y a une autocensure un peu qui se fait, là il faut y réfléchir et éventuellement ne pas y aller. Ou alors se dire, ok, ça vibre pas juste, mais je suis d'accord pour le tester. Et là, dans ce test-là, dans cet exercice-là, on est plus dans une démarche de je fais les choses en conscience. D'accord. Parce qu'on fait les choses instinctivement, mais plus dans un rythme effréné de notre quotidien à tous. Et dans cette écoute-là de soi et de comment ça résonne en nous, ça amène à de bonnes et de très belles choses. Quand on est dans cette écoute-là, il y a vraiment toutes les synchronicités, tout un tas de facteurs. L'univers, il vous met sur votre route. Alors, si on croit à ça ou pas, ça c'est autre chose, mais l'univers, pour moi, met sur ma route des choses qui s'enchaînent les unes derrière les autres depuis des années maintenant. Et ça crée une fluidité où je sais que je suis dans le juste pour moi. Et en étant dans le juste pour moi, ça vibre juste autour de moi aussi. Donc le fait d'écouter cette fluidité, pour toi, c'est vraiment un signe qui peut nous aider à suivre notre chemin et notre voie? Ouais, je pense que c'est primordial. Je pense vraiment que c'est primordial. C'est tout un travail dans la dimension thérapeutique. Pendant mes séances, je réalisais il y a pas très très longtemps encore que j'amène les gens à se connecter et à se reconnecter à eux. Parce que dans la thérapie, quelle que soit la problématique, si on écoute et si on ressent à l'intérieur ce qui bloque et le comment ça vibre, ben, au plus on va être connecté à soi, au plus le mouvement va être facile. Ouais. Et ça règle tout un tas de problèmes autour parce qu'on est dans des schémas de société où on a un devoir de loyauté, on a un devoir de plein de choses. On s'impose des devoirs aussi, on a peur du jugement de l'autre, il y a toutes les croyances familiales. Quand je fais de la psychogénéalogie aussi, puisque ça fait partie du cursus, il y a toute cette dimension-là familiale et le poids de la famille, quel que soit l'âge. Et comment tu aides alors très concrètement dans ton cabinet quand tu reçois des personnes? Alors est-ce qu'il y a une séance de psychogénéalogie? Est-ce que tu mixes les deux? Est-ce que c'est en fonction de la problématique de la personne? On vient te voir pourquoi? Alors en règle générale, on vient me voir pour une thérapie, pour enclencher une thérapie. Okay. À la première séance, on aborde la dimension du qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que je ne suis pas là pour aider, je suis là pour accompagner dans cette démarche-là et que c'est très personnel. Et dans cette logique-là, il y a vraiment ce feeling, ce ressenti en fonction de... J'utilise tous les outils dans une seule et même séance, parfois. Donc, tous les outils, je les ai. Parfois, je vais faire une séance uniquement d'analytique, de thérapie classique. Et puis à un autre moment, en fonction de ce qui ressort des premières minutes de l'entretien, je dis ok, il y a un protocole pour ça. Alors, je ne suis pas très protocolaire, mais en tout cas les protocoles je les utilise et parce qu'ils sont extrêmement porteurs, que l'art-thérapie c'est un outil extrêmement puissant, révélateur de plein de choses. Et du coup ça libère ça libère la personne d'être dans de la création artistique parce qu'il n'y a pas cette notion de... Une fois qu'on a passé le jugement de valeur par rapport à la qualité du dessin, alors qu'il n'y a aucune notion de qualité dans la création, et je le précise à chaque fois, il y a vraiment cette approche-là de « Ok, je me laisse porter par ce qu'il y a ». Il y a un fond musical, zen, et moi je m'écarte de cet espace-là pour que ces personnes, que l'ensemble de mes patients soient dans leur bulle, et à ce moment-là, ils se connectent à eux. Et l'inconscient amène des choses sur le dessin qui révèle beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qui serait dit si on était dans simplement un échange verbal.
Et après, tu analyses le dessin avec la personne, vous en Et alors discutez? après, en règle générale, il y a un vrai process dans la création artistique. Du coup, quand j'explique à la personne quels sont les tenants et les aboutissants simplement du protocole en lui-même, je lui demande de faire les liens. Ça, c'est la base de l'art-thérapie. C'est ce qu'on nous demande de faire. On ne doit pas interpréter. Sauf que au travers de certains symboles, certains dessins, certaines scènes, et au travers de l'histoire qui m'a été un peu racontée, il y a des choses qui à moi me paraissent évidentes. Et quand je demande à la personne de faire des liens, enfin, quel lien est fait avec sa création et tout ce qu'on vient d'aborder, ben, si cette personne ne fait pas de lien, il y a une frustration incroyable qui se met en place et moi je ne le perçois pas comme ça, mon accompagnement. Il y a vraiment toute cette dimension-là où, ok, moi mon regard, voilà, moi telle chose me fait penser à ça. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Telle chose me fait penser à ça. Est-ce que vous faites des liens? Et c'est vraiment dans la dimension purement thérapeutique. En psychanalyse, on parle de transfert contre transfert. Et dans cette notion-là, vraiment rajouter le médium, le médium, le dessin, la création en tout cas, comme support dans cet échange-là pour rajouter un élément supplémentaire. Et ça débloque des choses et ça révèle des choses incroyables et ça permet aux patients d'avancer beaucoup plus vite. Et moi je leur dis souvent, je leur dis on n'est pas là pour passer 3-4 ans ensemble, c'est pas mon but. Oui. Moi je veux que vous soyez dans un mieux-être rapidement. Et donc dans cette démarche-là, en essayant d'être le plus écologique possible pour les patients, il y a vraiment toute cette bienveillance et tout cet enveloppement dans ça où quoi qu'il arrive, je les laisse pas partir si ça va pas. D'accord. On pose les choses et on fait redescendre les tensions ou les pleurs ou les émotions qui sont venues et on est là, comme je leur dis, pour les accueillir. C'est vraiment cette démarche-là. Est-ce qu'il y a un nombre de séances que tu conseilles? Alors je sais bien qu'en fonction de la problématique qu'on vient aborder, voilà, il n'y a pas un chiffre fixé, mais en moyenne, tu remarques qu'il faut combien de séances pour avancer vraiment sur une problématique? En règle générale, ce qui est dit, c'est qu'à partir de 5 séances, les choses commencent à se mettre en place. Il y a déjà l'alliance thérapeutique, le lien qui se fait avec le lien de confiance qui se fait avec le thérapeute. Au bout de 5 séances, certaines choses commencent à se mettre en place et au bout de 10 séances, déjà, ça bouge beaucoup. En fonction du travail qui est fait, là c'est dans la logique, parce que dans cette démarche-là, je ne fonctionne pas vraiment comme les autres, comme beaucoup en tout cas. Il y a vraiment cette approche de la séance, il m'est arrivé de faire des premières séances qui ont duré 3 heures. D'accord. Donc bien évidemment que te dire à aujourd'hui il faut 5 séances ou il en faut 10, si la séance dure 3 heures, la personne ne livrera pas les mêmes choses que si ça dure 1 heure. Bien sûr. Et voilà, en fonction des personnes, je vais cadrer dans le temps. En fonction d'autres, je vais être plus à l'écoute et je me prévois toujours un battement entre les patients pour avoir un peu plus de latitude et ils le savent et ils viennent comme ça. Mais il peut arriver qu'en 5 séances, on ait débloqué des choses et que ça a été libérateur. Après, certaines personnes viennent dans une dimension bien précise, certaines viennent d'abord par la massothérapie. Oui. Et en règle générale, dans le massage, il y a des choses qui se passent puisqu'on débriefe après. Tout ce que je capte, tout ce qui met... Le massage est guidé, je le ressens comme ça, je vois les mouvements que je dois faire une fraction de seconde avant de les faire. Et j'ai appris au fur et à mesure vraiment que les gestes sont justes dans le besoin de la personne. Donc je suis vraiment à l'écoute de ça, je suis dans l'accueil de toutes ces connexions-là. Et dans ça, il y a des messages, il y a des connexions dans cette guidance-là qui font que j'ai parfois des mots, parfois de l'intuition, parfois un ressenti, parfois plein de choses complètement différentes, des images très précises. Et dans cet accompagnement-là, on débriefe après et on aborde les sujets. Parce que ces infos-là qui m'arrivent, elles n'arrivent pas par hasard. Et parfois, le lien ne se fait pas sur le moment, mais X temps plus tard, la personne m'appelle en me disant « j'ai compris ». D'accord.
D'accord, donc en fait, voilà, il y a une porte d'entrée, la personne rentre par le côté qui l'intéresse finalement, voilà, Oui. massothérapie, psychothérapie, psychogénéalogie, Mhm. et puis après, pour le coup, tu utilises tous tes outils Ouais, pour faire face à la problématique ouais, rencontrée. ouais. D'accord. J'ai des patients qui me contactent dans l'idée de venir pour régler une problématique, une addiction, quelque chose qui me vient à l'esprit là, et qui me disent, voilà, moi je veux travailler ça en hypnose. Et j'utilise l'hypnose, c'est pas mon fer de lance, hein, mais j'utilise l'hypnose, je m'y sens très à l'aise. Mais pour autant, en fonction de ce que je ressens, je vais accompagner la personne dans Mm. autre chose, dans une reconnexion à elle Mhm. avant de travailler ça. Mhm. Et il y a vraiment avec son accord, hein, bien sûr, si vraiment elle veut la séance d'hypnose, je vais poser les choses, voilà, je ferai une séance d'hypnose, Mhm. mais pour moi, il y a d'autres choses à travailler. Mhm. C'est important d'écouter, vraiment d'écouter et de ressentir ce que la personne veut. Et donc, alors, la durée d'une séance en général, entre 1 heure et... 1 heure et 1 heure et demie, Oui, d'accord. 1 heure et demie. Au niveau de l'âge, est-ce que tu reçois aussi les enfants? Est-ce que c'est vraiment un public adulte, les adolescents? Alors, ma plus jeune patiente a 2 ans et demi, D'accord, et la plus âgée en avait 79. d'accord, ok. Voilà. J'ai beaucoup d'adolescents. C'est cyclique en fait. Il y a Mhm. vraiment des périodes. Mais je suis convaincu que c'est en cohérence avec ce qu'on vit nous-mêmes. Et que quand on a réglé certaines choses, on n'attire plus la même patientèle. On a un autre public qui vient nous voir avec d'autres problématiques. Au global, je sais que il y a beaucoup le lien au père dans les personnes qui viennent me voir, soit dans Mhm. la problématique, soit dans un besoin de détachement, soit peu importe. Mais il y a beaucoup cette notion-là, et je suis OK avec, et quoi qu'il arrive, c'est porteur, quoi. Donc oui, il y a tous les âges, il y a pas mal j'ai pas mal d'adolescents. J'avais un public, une patientèle, pardon, très féminine Mhm. il y a quelques temps, et là je bascule sur l'accueil et l'accompagnement d'hommes d'une trentaine d'années avec tout un tas de tout un tas d'histoires complètement différentes, et c'est super porteur. Mhm. Donc au fil de ton cursus, en fait, c'est étoffé, c'est-à-dire que au fil de ta pratique, tu as après continué sur d'autres formations pour étoffer ce que tu peux proposer aux gens, ou c'est vraiment dès le début, tu as décidé de prendre tout un panel, de te former à tout ça, et Mhm. ensuite de proposer. Comment ça s'est passé? Alors, à la base de tout, j'avais envisagé de suivre un cursus psycho à la fac et tout ce qui va avec. Et en fait, j'ai traîné parce que 5 années, parce que toute la dimension théorique, c'était pas mon truc du tout. Et au bout de quelques années, j'ai trouvé cette formation-là de psychanalyste clinicien qui regroupait toute une dimension très psycho dans la psychopathologie adulte, infantile, Mhm. la psychanalyse, dans l'approche systémique, dans plein de choses qui m'ont énormément parlé. Donc j'ai intégré ce cursus-là. Et dans ce cursus, il y avait un package avec l'hypnose et la PNL. Et donc j'ai intégré ça. Et pendant ce cursus-là qui a duré 3 ans, j'avais des copains de formation qui eux étaient dans le cursus d'art-thérapie. Et donc au bout d'un an, j'ai intégré le cursus d'art-thérapie et j'ai rattaché la psychogénéalogie. D'accord. Et le mix de tout ça Mhm. me convient Mhm. parfaitement à aujourd'hui. Et dans cette dimension-là, tu vois, quand je dis que j'utilise tous mes outils, il m'est arrivé de faire une séance à la base classique, une séance de thérapie classique, en extérieur, dans les jardins d'un château, du château de Montsartou, pour être précis. Et en fait, en fonction de l'avancée de la séance, on partait sur un travail d'art-thérapie. Et j'ai ressenti toute l'oppression. Je le sentais stressé, je le sentais en apnée. Du coup, on a fait un tout petit exercice de massothérapie. Ça a détendu les choses. Il a fait son exercice. Et pour finir, on a terminé par un acte symbolique de psychogénéalogie pour libérer des choses, énergétiquement parlant. Mhm. Donc,
tout peut être utilisé et je le fais vraiment en fonction de ça, de ce ressenti-là. J'y vais à l'intuition. D'accord. Alors pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire que, voilà, toi dans tout ton cheminement, dans ta pratique professionnelle, qu'est-ce que tout ça a changé en toi? Au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes le Richard d'avant qui était commercial et le Richard de maintenant qui est thérapeute, quelle conclusion tu en tires? Qu'est-ce que ça a changé chez toi? Ah, ça a tout changé, ça a changé mon regard sur moi. Et déjà, c'est le plus important en termes de confiance en moi, en termes de centrage, d'ancrage. Vraiment, j'ai pu connecter à toute cette dimension qu'on dirait spirituelle, mais avec le quotidien, toute cette connexion-là. Donc oui, vraiment ce regard-là, mon approche des autres. Dans la connexion à moi, il y a toute cette notion d'intuition et de ressenti de moi, mais de ressenti de l'autre aussi, et qui me porte et m'apporte à aujourd'hui, et par extension apporte aux autres. Et donc, ouais, une meilleure connexion à qui je suis, à ce que je veux, à ce que je ne veux pas, et donc un vrai détachement. Et cette vidéo en est vraiment la preuve parce que c'est pas du tout mon truc, mais un détachement du regard de l'autre, un détachement de tout ce concept qu'on nous inculque et qu'on alimente pendant des années et des années, de ses peurs, de ses inquiétudes, de ses doutes, voilà, donc oui, ça m'a apporté dans les prises de décision et l'affirmation de soi, qu'en fait, quand on est vraiment à l'écoute de soi et de notre parcours, quel qu'il soit, moi j'ai changé plusieurs fois de métier, j'ai rebondi il y a encore pas très très longtemps sur encore autre chose dans cette dimension-là, avec un problème de légitimité, que j'ai travaillé en psychogénéalogie avec ma formatrice. Et dans cette dimension-là, associer le massage à la thérapie, pour moi c'était quelque chose que je pouvais pas faire, j'étais pas légitime à faire ça. Et en fait, ma pratique de la massothérapie, c'est ma pratique. Uniquement. Et d'être dans l'affirmation de ça, dans l'affirmation de moi, et que ce soit porteur pour les autres, je trouve que c'est génial. Ça me permet, j'ai une amie chamane qui me disait, pendant une connexion particulière, qui me disait, le message qu'elle recevait, elle, c'était « laisse-le faire ». Il se connecte à lui en se connectant aux autres. Et c'est vraiment ce que je ressens dans la circulation de l'énergie et des informations pendant un massage. Donc, ça a ouvert des canaux. Super. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Richard. Merci à toi, Aurélie. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.